Mirador, parole directe, l'interview ou la fine bouche est bannie. Mirador, ici, la parole est directe. Bonjour et bienvenue, Monsieur Camara. Bonjour, madame. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de l'assainissement. Le gouvernement de la transition qui relance donc cette initiative qui a déjà été expérimentée par l'ancien régime. D'abord, quel est votre avis sur ce samedi d'assainissement? Merci beaucoup, madame. Je pense que aujourd'hui, il faut situer le sujet dans le contexte avant de l'apprécier. Est-ce qu'il y a une nécessité aujourd'hui d'appeler la population à s'impliquer dans le processus de l'assainissement? Est-ce que le rôle de la population a été prédéfini dans la stratégie? Est-ce que tous les acteurs qui composent la population doivent s'impliquer dans le processus de l'assainissement? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser avant de se prononcer sur la nécessité d'instituer une journée par mois par rapport à l'assainissement. Et la deuxième aussi qu'il faut se poser comme question, est-ce que au-delà de définir le rôle de tous ces acteurs par rapport à l'assainissement, est-ce que la stratégie qui a été définie a été suivie? Parce qu'aujourd'hui, la Guinée a une stratégie nationale de professionnalisation de la gestion des déchets solides qui a été élaborée et validée en 2019 sous financement de la 11e fête de l'Union européenne. Nous avons également des projets d'assainissement, notamment Sanita Ville Propre, qui est piloté ici par l'Agence BERS pour le développement. On a aussi un schéma directeur aussi qui décrit sur comment l'assainissement doit se faire. Donc ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une surprise pour les acteurs du secteur d'assainissement, mais la stratégie, la démarche, la tactique, c'est ce qui est surprenant. Parce que quand vous prenez aujourd'hui la population, c'est elle qui produit les déchets, mais aujourd'hui, elle n'a aucune éducation par rapport à cet assainissement. Elle n'a aucune information par rapport à ce qui se passe comme stratégie. Tout est dans les documents. La communication dans la langue nationale ne passe pas. Donc, il y a un dysfonctionnement entre la gouvernance locale et la gouvernance globale dans le cadre de la gestion des déchets. Les grandes décisions sont prises au niveau du bureau, mais la population qui est là n'est pas vraiment impliqués dans le processus, et les organisations de la société civile qui devraient le faire, qui sont véritablement dans le secteur d'assainissement, sont plus ou moins impliquées. Donc du coup, il faut dire qu'il y a une nécessité aujourd'hui de faire appel à la population par rapport à leur propre implication dans le processus de gestion des déchets, mais il faut impliquer les acteurs qui peuvent mobiliser cette population. Justement, comment expliquer cette situation si on connaît déjà la solution, si on a déjà une politique d'assainissement? Comment comprendre que les décisions se prennent au haut niveau, comme vous le dites, que les acteurs ne soient pas associés? Bon, en fait, dans la stratégie ici, il y a un volet phare qui parle de la sensibilisation. Et que ce soit la sensibilisation de proximité, la sensibilisation de masse. Par rapport à cette question ici, il faut voir ici qui il faut mettre en contribution pour pouvoir sensibiliser qui et où. Cette composition aussi de la population, il y a les enfants, il y a les jeunes, il y a les commerçants, il y a tous les acteurs. Mais aujourd'hui, dans cette stratégie de sensibilisation, par exemple, quel est le rôle du média? Est-ce que le média a été approché pour leur faire comprendre que dans notre stratégie, voilà le rôle que vous allez jouer? Quel est le rôle aujourd'hui des écoles, le ministère de l'Éducation par rapport à cette sensibilisation? Donc aujourd'hui, c'est cette stratégie d'abord que le gouvernement devrait travailler avec l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans le processus avant de lancer la journée. Maintenant, aujourd'hui que la journée est lancée, on ne peut plus revenir en arrière. C'est de pouvoir corriger ces erreurs-là très rapidement, appeler l'ensemble de toutes les parties prenantes, à savoir le secteur privé, les organisations de la société civile, les institutions internationales, les collectivités locales, les élus locaux, les médias, les volontaires et les bénévoles autour d'une même table. Chaque entité de population est représentée pour pouvoir décrire et définir ici la stratégie, le rôle et aussi faire une prévision de budget pour voir qui doit avoir quoi pour faire quelle activité. Mais ce que vous appelez, laissez-moi poser cette question. Je voudrais juste revenir sur oui, ce que vous appelez, effectivement, ce que vous appelez peut-être des manquements sont connus dans le temps, mais malheureusement, les mêmes choses sont revenues. Qu'est-ce qui explique le fait qu'on ne tire pas leçon du passé par rapport à ces erreurs qu'on devrait corriger et qu'on répète toujours et toujours? À Lambaye, on apprend par M. Ben Youssouf Keïta que les gens sont sortis, mais il n'y a même pas de matériel pour assainir.
Bon, je pense que nous devons nous mettre dans l'esprit positif de savoir, comme j'ai toujours dit, en tant que population d'abord, pas dans les médias, pas dans le secteur privé, est-ce qu'il y a une nécessité aujourd'hui que notre environnement soit propre? Si oui, je pense qu'il faut mettre tous les éléments pour pouvoir rendre positive la décision. Mais ce qu'il faut retenir ici par rapport à ça, le gouvernement ne peut pas avoir les moyens de supporter tout ce qui est en train de se dessiner. Parce qu'aujourd'hui, le fait d'Albara... C'est pourtant l'impression qu'il donne. On a enlevé l'assainissement dans les mains des collectivités. C'est comme si on a retiré toutes les compétences à ce niveau. Je pense que nous devons faire beaucoup attention. L'assainissement n'est pas retiré dans la main des collectivités locales. Qui gère l'assainissement aujourd'hui à Conakry? Selon le code des collectivités, ce sont les maires qui ont pour rôle régalien de gérer les déchets. Ça, mais la politique... C'est sur le papier. En fait, nous devons faire beaucoup attention. La politique, parce que toutes les mairies relèvent ici du MATD. Donc la politique ici, c'est une chose. L'application de cette politique ici, c'est fait ici par les maires. Il y a une stratégie qui est définie au niveau national. Tous les acteurs aujourd'hui en Guinée qui devraient intervenir dans le secteur d'assainissement devraient regarder dans cette stratégie qui je suis, quel est mon rôle dans cette stratégie-là et devrait appliquer par rapport à ça. Et je pense que tout est défini. Le rôle de la mairie est défini, le rôle du MATD est défini, le rôle du ministère de l'Environnement est défini. C'est un document, je pense, que vous devrez être mis en copie pour pouvoir regarder là-dedans qui doit faire quoi. Ouais, je voudrais rebondir. Je voudrais rebondir pour dire à M. Camara, il faudrait être très clair parce que même dans ce studio, nous on veut comprendre que même si cette stratégie existe, mais ce n'est pas l'application, ce n'est pas cette stratégie qui est appliquée actuellement. C'est ça le problème. Parce que comme vous l'avez dit, si on a toujours arrêté des manquements et si nous continuons à aller vers cette voie-là, c'est parce qu'on n'a pas regardé dans ce document qui existe pour nous permettre de savoir qui doit faire quoi. Et puisque ce n'est pas un document qui est appliqué, alors nous faisons, si vous voulez, du pilotage comme ça, voilà. Et pour juste renforcer, M. Camara, à un moment donné, les collectivités, en tout cas Conakry, étaient chargées d'assainir. Et à l'époque, on a même nominé Ratoma comme étant la commune la plus propre, avec beaucoup de moyens, les camions, ainsi de suite. Mais un autre moment est arrivé où c'est même le gouvernorat qui a dessaisi les communes avec un gros budget pour assainir. Entre-temps, le MATD a repris le même budget pour se saisir de l'assainissement. Entre-temps, c'est l'armée qui a reçu le même budget de 32 milliards pour s'occuper de l'assainissement. Et après, on a créé l'ANSP. C'était juste pour effacer les communes. Si vous dites aujourd'hui que les communes sont dans leur rôle régalien, mais là, on ne comprend pas, puisqu'on les a complètement effacés, parce que les moyens d'assainissement avaient été caporalisés par le département des services au détriment des communes. Bon, je pense que nous ne devons pas trop parler des moyens parce que nous sommes des organisations de la société civile, nous évoluons dans le secteur privé. La mobilisation des moyens, on n'a pas beaucoup de pouvoir là-dessus. Oui, mais c'est une information. En fait, c'est le gouvernement qui devrait le mobiliser, mais nous, en ce qui nous concerne, en tant qu'acteurs partenaires au gouvernement, c'est de pouvoir situer les responsabilités par rapport à la faiblesse, mais aussi par rapport à ce qui est positif. En fait, on ne peut pas dire qu'une décision est à 100% négative, mais ce qu'il faut retenir, ce sont les contextes qui rendent les décisions positives ou négatives. Par exemple, comme je l'ai dit, la décision, elle est anticipée, elle n'est pas inclusive. C'est ça le problème, parce que si on avait appelé tous les acteurs, vous les médias, société civile, secteur privé, institutions, toutes les composantes ici qui doivent être mobilisées aujourd'hui pour dire, bon, voilà l'équation, on veut sortir le samedi, qu'est-ce qu'il faut? Voilà. Chaque acteur dégage son opinion, propose son idée, on fait la synthèse de cela, c'est ce document qui devient en ce moment la feuille de route. Mais malheureusement, c'est ce qui fait encore défaut. Et je pense que les sorties, c'est de pouvoir faire comprendre aux autorités que c'est très bon d'avoir une volonté politique, mais c'est encore mieux d'impliquer les acteurs qui peuvent... Vous avez fait des recommandations dans ce sens ? Mais bien sûr, je suis en train de revenir parce que la décision a été prise. Il fallait voir d'abord un peu comment les choses vont aller afin de pouvoir rappeler un peu le gouvernement. Non, mais avant cette prise de décision, est-ce que vous aviez à l'époque recommandé tout ce que vous êtes en train de dire? Les années passées, bien sûr, mais cette année, nous sommes en train de travailler sur notre proposition parce que ce n'est pas une déclaration unilatérale. Nous sommes une plateforme nationale, nous avons nos antennes. Si nous devons nous expliquer quelque chose, parce que la question ne se limite pas à Conakry.
C'est jusqu'à l'intérieur d'après le communiqué. Est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on peut dire maintenant que c'est un échec, que cette sortie va forcément échouer puisqu'on n'a pas pris toutes les dispositions en amont? Les préalables n'ont pas été... Bon, le début, ça va être très très difficile. On ne parlera pas de l'échec parce que la durée, il faut évaluer un programme dans sa durée pour pouvoir dire qu'il y a l'échec. Mais ce qu'il faut retenir par rapport à cette décision, c'est d'inviter le gouvernement pour pouvoir recadrer la stratégie pour qu'on puisse impliquer le samedi prochain toutes les parties prenantes, et que ce soit les médias, le secteur privé, la société civile, la population, que chacun se sente concerné. Parce que la question, c'est un peu ça. La population ne se sent pas concernée. Ceux qui se lèvent sont des personnes qui sont les plus proches, plus ou moins, du pouvoir des autorités communales. Mais un individu X qui se retrouve chez lui ne se sent pas tellement concerné parce que ça, c'est un projet. Il faut définir le contexte, les objectifs, les résultats attendus et comment on va pérenniser. Tout ça, les gens devraient se familiariser à ces documents de projet pour pouvoir définir leur rôle et impliquer. Allez-y, Kaby. Non, je suis parfaitement d'accord avec lui que les populations ne se sentent pas intéressées par cette activité. Et je crois que ça, c'est lié à une façon de voir les choses qui se rapporte un peu à une approche symbolique rationnelle. C'est le fait, par exemple, que l'on confond l'espace privé à l'espace public et que donc on doit prendre soin de son espace privé et l'espace public est relégué au travail de l'État. Et que l'on peut en faire ce qu'on veut, ce qui fait que lorsque vous prenez des immondices, des déchets chez vous, vous les jetez dans les caniveaux, c'est parce que vous estimez que chez vous c'est du privé, vous devez en prendre soin et le public vous n'en devez pas prendre soin. C'est pourquoi, comme il l'a si bien dit, il faut intégrer à l'approche ceci-là, amener les populations à se rendre compte que lorsque vous prenez les déchets, vous les jetez dans les caniveaux ou dehors, c'est vous qui en êtes la prochaine victime. Et je crois que en tant qu'on n'intègre pas ça dans la démarche, on va définir des grandes stratégies, mais sauf qu'elles vont pêcher parce qu'elles ne sont pas inclusives. Et là-dessus, je suis d'accord avec lui qu'il y ait des documents qui existent, des projets comme Sanita Ville Propre. Il y a ceux-ci ont fait par exemple des études. Moi, j'en ai vu des études extrêmement importantes qui ont été sanctionnées par des solutions, des pistes de solutions. On n'en fait pas cas. Et là-dessus, certes, la volonté politique est importante, mais la mise en œuvre et la stratégie, il faut fondamentalement la travailler et faire en sorte qu'elle soit une solution qui intègre toutes les approches et toutes les couches, comme il l'a dit. Ouais. Justement, avant de parler de la mise en œuvre de cette politique et tout ça, est-ce que, même si on rectifiait le tir aujourd'hui, ces samedis d'assainissement, c'est la solution? Ouais, c'est la question, ouais. Pardon? Est-ce que même si on rectifie le tir, c'est ça la solution? Est-ce que ça peut débarrasser la ville des ordures? Est-ce que samedi perdre plus de 5 heures dans la journée? En fait, la solution n'est pas là. Je pense qu'il y a cette décision aussi décline de l'immersion gouvernementale dans le secteur d'assainissement et qui a attiré un peu l'attention des autorités pour voir qu'ils sont en retard par rapport à ce secteur d'assainissement, par rapport aux autres secteurs sur lesquels ils ont travaillé. Mais ce qu'il faut retenir, dans le schéma directeur, la population produit les déchets. Les PME qui sont constitués ici dans une coordination nationale des acteurs d'assainissement de Guinée qu'on appelle CONAG, l'ensemble de toutes les PME de précollecte se sont constituées ici en une fêtière. Ces PME-là s'occupent de la précollecte ici jusqu'au niveau d'un des points de regroupement, soit les zones de tri et de transit. Certaines, par nécessité, en va au niveau de la décharge. Donc, après ceci, il y a Albarak aussi qui vient en tant que second acteur pour s'occuper du transfert. Il y a Piscini qui est au niveau de la décharge. Mais toute cette chaîne-là, la société civile aussi est à côté pour pouvoir assurer la vulgarisation, pour pouvoir faire la gouvernance, pour pouvoir communiquer autour de la stratégie. Mais les médias aussi devraient être là pour agir avant, pendant et après chaque opération, parce qu'aujourd'hui les médias sont des plateformes à grande écoute où avec un seul journal, un seul communiqué, tous les auditeurs ici peuvent se rendre compte que voilà ce qui se passe. Donc aujourd'hui, par rapport à cette stratégie que nous venons de définir, la sensibilisation ici est un volet par rapport à la réussite de l'événement, mais il faudrait que la sensibilisation soit portée par les acteurs. Et en ce qui concerne ici les sorties de samedi, dans la stratégie c'est très clair, on ne veut pas voir les points noirs. C'est-à-dire, si vous avez vu, Sanita a fait beaucoup d'efforts avec ses PME, vous avez vu souvent, même sous les pluies, ils suppriment les points noirs. Maintenant,
Si on fait croire à la population que chaque samedi, on va venir nettoyer ces points noirs-là, ça incite à quoi? Ça incite à ce que les gens se désabonnent au PME, gardent les ordures. On sait que tel jour ici, dès que l'itinéraire est défini, ils vont venir encore mettre les ordures. Je pense que dans la stratégie, c'est de pouvoir d'abord récapituler tous les points noirs qui existent dans la zone d'intervention du programme. C'est quoi les points noirs? Le point noir ici, c'est un point sur lequel les gens viennent abandonner les ordures sans aucun accompagnement technique, parce qu'à la décharge, les ordures sont suivies, sont gérées de façon convenable. Mais derrière les maisons, au niveau dans les caniveaux, etc. Au niveau des ponts tout ça. Voilà. Donc, tous les points qui sont désagréables à la vue lorsque vous passez, justement, sont les points noirs. Et s'il y a, et depuis que ça a commencé à l'ancien régime, s'il y a un impact de ce samedi, c'est justement pour permettre, ne serait-ce que dans la moitié de la journée, de supprimer ces points noirs. Sinon, les sorties de samedi n'ont jamais porté fruit, parce que comme vous l'avez dit, personne n'a été intéressé, et ça a été du copier-coller, notre confrère le disait tantôt, et malheureusement, ça n'a jamais porté fruit, sinon que peut-être pour éliminer les points noirs. Donc ça risque d'encourager les gens. Bien sûr, en fait, il faut, dans cette stratégie, dans cette sortie, il faut mettre les phases. La première phase d'abord ici, c'est de pouvoir mettre une coordination nationale composée de tous les acteurs qui doivent accompagner cette sortie de samedi. La deuxième ici, c'est de faire la cartographie, l'identification de tous les points à supprimer. Et la troisième ici, c'est de préparer les acteurs que quand un point est supprimé, on ne doit plus retrouver les déchets là-bas. Et cela, c'est un processus. Et une fois que cela est fait, c'est de préparer aussi les élus locaux à prendre des décisions pour ne pas que d'autres points noirs soient créés. Parce que si un point noir est supprimé et qu'on n'a pas à contrôler, les gens vont mettre les ordures ailleurs. Donc, la première phase, ça ce sont la première phase. La deuxième maintenant, c'est l'opérationnalisation. Il faut supprimer tous les points noirs. Et après avoir supprimé tous les points noirs, pendant ces processus, il faut sensibiliser la population pour qu'elle puisse accepter de s'abonner au PME. Parce qu'il n'y a pas un quartier à Conakry où une PME n'est pas affectée à travers un appel d'offres lancé par les mairies. Donc cela veut dire que les gens doivent s'abonner. Mais ce qui est paradoxal, même ceux qui ont les moyens aujourd'hui à Conakry préfèrent ne pas s'abonner à une PME, garder les ordures, les abandonner dans les poubelles qui sont installées au niveau de la route, parce que ces poubelles n'ont pas fait l'objet de réglementation et ça cause énormément de problèmes aux PME et à la stratégie. En parlant de ces poubelles, est-ce que c'est le genre de poubelles qu'on devrait installer en principe, au bord des routes? Non, en fait, ce qu'il faut retenir dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, ce type de poubelle existe, mais c'est la réglementation derrière ici qu'il faut. Quand la population elle est préparée par rapport à toutes les éventualités, c'est vrai, ça c'est mis pour ceux qui sont de passage. Mais vous pouvez voir à ce stade que des populations font gérer les déchets par les enfants. Personne n'en parle. Et c'est très désagréable de voir que même les organisations de défense des droits des enfants, des droits de l'homme, observent cela sans interpeller le gouvernement ou les parents d'élèves par rapport à les parents des enfants par rapport à ça. Ce sont des petits enfants, ils prennent les ordures, ils les abandonnent au niveau des points noirs ou bien ils les envoient ici au niveau de ceci. Donc il faut contraindre de façon positive la population, l'inciter. Il y en a beaucoup de stratégies. On peut conditionner par exemple que si vous n'avez pas de reçu de prestation d'assainissement, on ne peut pas vous délivrer l'acte de naissance de votre enfant. On ne peut pas célébrer votre mariage. On peut pousser la population de façon très intelligente sans la mettre la pression. En ce moment, la personne, elle est obligée. Même les diplômes, on peut conditionner. Si vos parents n'ont pas de récit d'assainissement, vous ne pouvez pas obtenir des papiers qui sont très intéressants. Il y a des moments ici, je pense que 20 ans passés, les jeudis à Conakry, nous avons tous suivi ce qui s'est passé. Les services de salubrité pouvaient venir inspecter le niveau de propriété dans les ménages. Donc on peut toujours revoir tout ce qui était bon dans le passé, les récapituler pour pouvoir faire avancer. Est-ce qu'on peut dire que avec l'ancien régime, à la fin de l'ancien régime, il y a eu une avancée, notamment avec le ministre Papakoli, le ministre de l'assainissement, de l'hydraulique et de l'assainissement, parce que il faut faire comprendre que c'est à l'arrivée du CNRD, ces derniers temps, on a vu que les ordures ont fait face sur Conakry. C'est pas lié aussi à un problème au niveau de la décharge, hein? Est-ce que le problème aussi ne se pose pas? On parle de la construction d'une nouvelle décharge, mais là aussi, il y a des problèmes apparemment. Vous savez, l'assainissement, c'est un processus continu. Tous les jours, les déchets sont produits. Tous les jours, les rôles définis là, les activités planifiées, il faut les exécuter.
S'il y a panne technique, ça ne va pas aller. S'il y a panne financière, ça ne va pas aller. S'il y a panne de mobilisation des ressources humaines, ça ne va pas aller. Donc, quand vous prenez une situation où les travailleurs grèvent, par exemple, les ordures vont se retrouver dans la nature. Vous prenez une situation où la logistique est défaillante, les ordures vont se retrouver dans la nature. Et si vous prenez aussi la situation où le prestataire n'est pas payé et qu'il essaye de stopper le travail, nous allons nous retrouver les ordures un peu partout. C'est pourquoi il est aujourd'hui nécessaire que le gouvernement essaie d'expérimenter les solutions de réduction des volumes de déchets qui peut lui permettre ici, n'est-ce pas, d'économiser une partie de ces fonds pour pouvoir faire autre chose, parce que les coûts sont vraiment très exorbitants, parce qu'on ne peut pas gérer les déchets sans l'argent. Comment on peut réduire ce volume-là? Comment on peut le réduire? Aujourd'hui, dans les Grands Conakry, nous avons une production moyenne potentielle de près de 2000 tonnes de déchets par jour, avec un pourcentage de près de 1000 tonnes de déchets organiques. Je pense qu'avec la synergie des ministères, l'État devrait aujourd'hui travailler, par exemple, avec les acteurs qui sont dans la valorisation, comme notre fédération, comme le patronat, réfléchir sur la stratégie. Qu'est-ce qu'il faut ici pour réduire véritablement les déchets organiques, parce que ce sont les déchets qui coûtent énormément à l'État. Mais ces déchets organiques aujourd'hui ont des finalités. On peut produire ici du biogaz à partir de cela, que nos membres ont déjà ces gaz. On peut aussi faire des charbons à partir de ces déchets organiques. Nous pouvons aussi faire des engrais à partir de ces déchets organiques-là. Donc, ne serait peut-être que ces trois-là, travailler avec le ministère de l'Agriculture pour pouvoir développer ici la filière des engrais verts afin de satisfaire la demande qui est très forte sur le secteur de l'agriculture. Au niveau aussi du gaz, le gouvernement a un programme de production du gaz. Il faut essayer de voir comment on peut mettre la technologie, comment on peut mettre les moyens auprès des acteurs qui ont déjà leur technologie propre à eux pour qu'ils puissent augmenter leur capacité de production afin de prendre une partie de la production de l'État et compenser ces déchets. Ça, ce sont que les déchets organiques. Les déchets plastiques aujourd'hui ont beaucoup de valeur ajoutée. On peut commencer par tout ce qui est les bassines, les broches à lavage, les poubelles qui sont fabriquées par des entreprises telles que Sodiaplast, telles que Kimplast, etc. Et deuxièmement, parce qu'il faut retenir qu'il y a plus de 300 tonnes de déchets plastiques qui sont potentiellement produits par jour en Guinée, et ça fait une bonne partie, près de 80% de ces déchets plastiques sont valorisables. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui la possibilité de transformer ces plastiques-là en pavés écologiques. Donc ça pourrait même rapporter de l'argent aux ménages. Aux collectivités également. Aux ménages, est-ce qu'on pourrait se servir de ça pour peut-être payer l'abonnement? Tout ça, ce sont des solutions qu'on peut expérimenter? Bien sûr, l'État doit travailler avec le secteur privé pour valoriser les déchets afin de se faire des valeurs ajoutées. Je vous donne ici un exemple. Une entreprise qui a un chiffre d'affaires, par exemple, de 1 million d'euros par an au niveau de la Guinée, mais quand vous facturez ça sous la taxe, quand vous allez mettre la taxe sur ça, que cette entreprise doit payer à l'État, mais ça peut rapporter de l'argent à l'État. Et s'il y a plusieurs entreprises comme ça qui se positionnent pour faire du compost, de l'énergie, des autres types de déchets, rien que la valorisation des déchets peut permettre ici à l'État de prendre une bonne partie des charges liées au transfert. Mais si ce secteur n'est pas encouragé, n'est pas sécurisé, ça veut dire que les gens ont du mal ici à financer. C'est le cas de la Guinée. Vous allez prendre ici la Guinée, la carte, c'est difficile de trouver un homme d'affaires vraiment qui a les moyens, qui investit dans le secteur d'assainissement. La pyramide est inversée dans le secteur d'assainissement. C'est ceux qui n'ont pas assez de moyens qui se sont investis pour pouvoir développer petit à petit. Mais on apprend que... Pourquoi les autres n'investissent pas justement? Oui, parce que tout simplement, moi je voudrais anticiper, il connaît plus que moi, mais si vous regardez très bien ce qui se passe sur le terrain, de par le passé, les gens ont préféré aller dans le bâtiment, dans les travaux publics, parce que tout simplement, on pouvait avoir des marchés de façon frauduleuse, et la facture est très élevée, et l'importance c'est que vraiment vous traitez directement avec les gens de l'État. Et comme il le dit, quand vous prenez les pays comme le Sénégal, il y a même un documentaire qui a été publié à ce niveau-là qu'on appelle l'or noir dans les caniveaux. Les déchets liquides et les déchets solides sont partagés, et quand vous voyez la finalité, vous allez comprendre que ces acteurs aujourd'hui veulent même que la production de déchets évolue, parce qu'ils en ont besoin pour transformer rapidement l'agriculture. Tu trouves sa part, la construction, etc. jusqu'aux dalles. Vous l'avez dit, vous connaissez plus que moi. Donc ici, la pyramide a été renversée, madame,
parce que tout simplement, dans les marchés des infrastructures routières ou autres, là-bas, l'État donnait de façon frauduleuse les marchés et n'a pas encouragé les détenteurs des grands moyens d'aller dans l'assainissement qui, au bout, aurait pu être beaucoup plus rentable d'ailleurs. Et mieux que ça, on apprend que certains investisseurs dans ce domaine sont venus de bonne foi, mais il y a des gens de l'État qui demandent quand même des sous de table pour construire ces usines de transformation de déchets. Et mieux que cela, aujourd'hui, on remarque que les déchets métalliques n'existent pas parce qu'il y a des enfants qui ramassent les fils de fer, tout ce qui est lié au fer, les boîtes de corned beef ou de sardines n'existent plus dans les déchets parce qu'il y a des usines qui transforment les métaux. Si on en faisait autant pour les autres déchets, est-ce qu'on serait là aujourd'hui? Mais autre problème. Ce sont les initiatives qui manquent ou on refuse de les accepter? Nous apprenons que les entreprises aussi installées ne respectent pas les cahiers de charge. On parle de Al-Barak et de Piscini. On apprend qu'il devait y avoir ce qu'on appelle enfouillage ou quoi, je ne connais pas comment ça s'appelle. Mais ces entreprises préfèrent incinérer, par exemple, les déchets au niveau, par exemple, de Dar es Salaam, où les populations sont confrontées à des situations quand même très difficiles. Aujourd'hui, votre regard là-dessus, il y a même des quartiers aussi que des vélos même ne peuvent pas accéder. Comment les motards ou autres véhicules peuvent aller pour ramasser les ordures? Conakry est enclavé par endroits. Je pense que je vais commencer d'abord par rapport à la valorisation avant de revenir sur le niveau de relief ici des quartiers. En fait, le secteur économique se régule de lui-même. On ne peut pas réguler un secteur économique par la force. Je vous donne un exemple très simple. Quand le gouvernement met dans son cahier de charge pour tous ces projets d'infrastructure, que ce soit la route, bâtiment, école, il dit 30% par exemple de nos produits doivent être écologiques. Ça veut dire quoi? Les pavés doivent être écologiques. Pour faire les guérites, les cantines, les briques doivent être écologiques. Ce n'est pas que ceci n'existe pas en Afrique. Vous partez en Côte d'Ivoire, il y a des écoles 100% briques écologiques. Vous partez au Kenya, il y a des briques écologiques. Donc ça existe. Donc c'est juste de manifester la volonté. Et une fois que c'est comme ça, imaginez tous les chantiers que nous connaissons en Guinée. Les routes. L'État, l'année passée, on aurait appris qu'il y a près de 150 km que l'État devrait le faire à travers le discours de la primature. Mais 150 km de route, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des trottoirs, il y a des bornes kilométriques, il y a des panneaux de signalisation, il y a pas mal de choses ici qu'on peut faire à partir des verres concassés, parce que dans le béton, ce qu'il faut retenir, le béton ici est composé ici de l'eau, du sable, du ciment et du gravier. Alors, et plus peut-être d'autres additifs parce que nous ne sommes pas des ingénieurs, mais on sait que globalement c'est ça. Mais dans cette composition, quand vous enlevez le ciment, il n'y a plus de béton parce que le ciment joue le rôle du liant. Donc dans notre processus de recyclage, on remplace ici le ciment par le plastique dilué. C'est le plastique dilué qui joue maintenant le rôle de liant en se refroidissant. Et ça fait moins de déchets. Hein. Bien sûr. Et quand vous remplacez aussi le sable, les granulés de verre, quand vous concassez le verre, ça peut remplacer aussi le sable dans le même processus. Donc pour nous aujourd'hui, on a combien de fois de faire ici le pavé? On peut faire le pavé en utilisant les verres, on peut faire le pavé en utilisant le plastique, ou même on peut faire le pavé en combinant les deux, c'est en fonction des dosages ici qu'il faut. Donc aujourd'hui, même les bitumes, l'année passée, avant l'arrivée du CNRD, on était déjà dans un processus très avancé avec le ministère de l'Urbanisme ici et de l'Habitat par rapport à l'expérimentation ici des bitumes écologiques. On a travaillé avec les Canadiens par rapport à ça. Le dossier était vraiment très avancé et au niveau de ces ministères et celui aussi des TP. Donc tout ça aujourd'hui, ce sont des expériences qui sont déjà avérées dans les autres pays, qui sont certifiées que s'il faut véritablement lutter contre les déchets, il faut penser à ça. Maintenant, la question pour la fédération par exemple ou les autres acteurs. Imaginez maintenant que vous êtes un homme d'affaires, vous êtes un opérateur économique. Vous avez vu que l'État va utiliser peut-être plus de 2 km de pavés. Vous avez trouvé un jeune qui a son projet dans sa main. Vous ne pouvez pas financer parce que vous savez que le produit va être acheté sur le marché. C'est ce qui fait que le secteur d'assainissement est confronté, que même les banques ont du mal à faire le financement vert. Parce que quand les banquiers voient qui va acheter le produit, s'ils trouvent que... Si l'État n'achète pas... Parce que tous les liens écologiques, là, le projet d'envergure, c'est pour l'État. Et si l'État ne le prend pas, ça va être un peu difficile
pour que certains projets démarrent. Nous avons des partenaires, par exemple français, qui viennent de signer la semaine passée la production de l'énergie ici à partir des déchets avec le gouvernement sénégalais. Mais pour nous aussi, pourquoi ça peine? Voilà les questions. Justement, cette question, à votre avis, pourquoi aujourd'hui l'État ne s'intéresse pas à tout ce qui peut lui permettre en tout cas de mettre fin à ces déchets-là? Est-ce que c'est par manque de volonté politique ou c'est par juste méconnaissance? Bon, par rapport à ce niveau, nous allons dire que c'est la négligence. Parce que le gouvernement a reçu beaucoup de mémos. On commence d'abord par le CNRD. Depuis les événements lors de la consultation, nous avons fait un mémo sur la base de la consultation de nos membres et de nos partenaires pour leur proposer tout ce que nous vous disons. Nous avons la copie de nos mémos avec la lettre de transmission. Donc, on n'a jamais été rappelé par rapport à ça pour dire, bon, voilà ce que vous avez proposé, telle partie on peut faire ceci, telle partie on peut faire cela. C'est vrai que parfois nos sorties, avec les différents acteurs d'ailleurs comme la CONA, le gouvernement essaie de nous écouter, plus ou moins prendre un peu ce que nous proposons, mais la véritable problématique ici, il faut suivre les spécialistes parce que la Guinée ne manque pas de personnes, ressources dans le secteur d'assainissement, mais ils ne sont pas écoutés. C'est juste un refus, franchement. Bon, pas un refus en tant que tel, mais moi je pense que comme il l'a dit, je voudrais appuyer sur ça pour dire c'est simplement une négligence. Je ne vous apprends rien en disant qu'au moment où on avait les PDU 1, 2, 3 ici, au moment où c'était financé et encadré par la Banque mondiale, il n'y avait pas de ce problème. Et ce projet était logé, le gouvernement lui-même était partie prenante, mais ne pilotait pas, parce que le financement était venu ailleurs. Et à l'époque, ça marchait très bien. Mais depuis lors, je pense qu'il y a une négligence à ce niveau-là. Moi, je voudrais, pour finir, juste rappeler un documentaire qu'ils ont vu. C'est au niveau je crois, c'est au Burundi, où une dame, je crois, elle est camerounaise, elle était venue pour investir dans les nouvelles technologies en Afrique. Elle a fait le tour. Le seul facteur qui l'a encouragé à investir à ce niveau-là, c'était l'assainissement. Parce qu'elle a dit dans le documentaire qu'elle a pris sa voiture dans l'hôtel, elle a fait le tour de la ville. Au retour dans l'hôtel, elle n'a pas vu un petit papier déposé quelque part dans la ville. Elle s'est dit, dans une ville où on a réussi à éduquer tous les acteurs, à mobiliser tout le monde à faire de l'assainissement, c'est une ville où la justice marche, c'est une ville où le développement peut marcher. Donc par conséquent, je n'investis pas dans mon pays au Cameroun, mais ici je vais investir. Justement, en une minute pour nous résumer, dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Dans l'immédiat ici, il faut coordonner les efforts au niveau national de tous les acteurs. Il faut appeler toutes les composantes des acteurs autour de la table pour orienter et redéfinir la stratégie qu'il faut pour atteindre les objectifs du gouvernement qu'il s'est assigné à travers l'institutionnalisation de tous les samedis. Tout ce qui peut faire quelque chose dans le secteur. Parce que la problématique, si on n'implique pas tout le monde, les gens vont bouder la situation et ils ont leur rôle et personne ne peut jouer leur rôle. C'est ça la question. Et continuer l'assainissement dans les ménages, hein? Bien sûr, l'assainissement se passe dans les ménages, mais il faut retenir par rapport à ça qu'il y a d'ailleurs une question très complexe à ce niveau. Nous voyons l'ANIES, tous les jours identifier des personnes vulnérables, leur venir en secours. Une personne qu'on a pu aider pour manger, comment on peut l'influencer ici qu'il faut payer ses prestations? L'État doit subventionner l'assainissement et l'État doit encore faire en sorte qu'il mobilise les moyens. Il y a beaucoup de moyens, peut-être dans une autre émission on va parler sur ça, comment l'État peut mobiliser l'argent au niveau interne à travers les différentes taxes qu'il faut mettre ici sur l'assainissement. Il faut donc une conjugaison des efforts pour faciliter l'assainissement, pour professionnaliser la gestion des déchets. Grand merci à vous, Sori Kamara. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des gestionnaires de déchets. Mirador revient juste après la pause et nous parlerons de la transition.